Changer ses habitudes, on sait tous que ça peut vite devenir un combat de tous les instants. Mais imaginez une seconde que la solution ne soit pas dans la volonté pure et dure. Imaginez plutôt une stratégie, en 2 parties, simple mais incroyablement puissante. C'est cette approche qu'on va décortiquer aujourd'hui. Waouh, c'est assez brutal comme phrase, non? Elle a été écrite en 1981 par un certain Roger Fisher, un expert en négociation de Harvard. Et aussi fou que ça puisse paraître, cette phrase, elle détient la toute première clé pour vraiment transformer nos comportements. Ok, pour bien comprendre d'où ça vient, il faut se remettre dans le contexte. Début des années 80, pleine guerre froide. Et ce fameux Fisher, eh bien, il est vraiment préoccupé. Il voit que la décision de déclencher une guerre nucléaire est devenue une abstraction totale pour un président. On appuie sur un bouton et voilà des millions de morts à des milliers de kilomètres de distance. C'est complètement déconnecté de la réalité. Et là, la solution qu'il propose, elle est aussi simple que complètement dingue. Pour que la conséquence de cet acte soit réelle, immédiate, viscérale, Fisher a eu cette idée folle. Le président devrait d'abord regarder quelqu'un dans les yeux, comprendre ce que c'est que de prendre une vie, avant de pouvoir condamner des millions d'autres personnes. Tout à coup, la conséquence devient tangible, concrète et insupportablement douloureuse. Bon, cette anecdote, elle est extrême, on est d'accord, mais elle met en lumière un principe psychologique qui est, lui, fondamental. Pour arrêter une mauvaise habitude, il faut que sa conséquence négative soit ressentie, pas dans 20 ans, pas dans 6 mois, mais maintenant, tout de suite. Et ça, en fait, c'est l'exact opposé de la 4e loi du changement de comportement. L'idée, c'est de rendre l'habitude immédiatement insatisfaisante. C'est logique, non? On répète les expériences qui nous font plaisir et on fuit comme la peste celles qui nous font du mal. La douleur, surtout quand elle est immédiate, c'est un prof redoutable et super efficace. Et la différence d'impact sur notre cerveau, elle est énorme, vraiment. Une conséquence immédiate, c'est concret, ça nous fait bouger. À l'inverse, une conséquence lointaine, pensez au risque pour la santé dans 20 ans si on mange mal. C'est vague, c'est abstrait, et franchement, ça ne pèse pas lourd face au plaisir immédiat d'un gâteau. Notre cerveau est câblé pour réagir à ce qui se passe maintenant. Ok, mais alors, comment on fait dans la vraie vie ? Sans aller jusqu'aux mesures extrêmes de Fisher, bien sûr. Eh bien, il existe un outil qui est super efficace pour ça. Ça s'appelle le contrat d'habitude. Alors, un contrat d'habitude, c'est quoi? C'est tout simple, c'est un accord qu'on peut mettre par écrit ou juste dire à voix haute. Un accord qu'on passe avec soi-même, et ça, c'est le point crucial, avec 1 ou 2 personnes de confiance. Dans ce contrat, on définit l'habitude qu'on veut suivre et surtout, la punition. Une punition immédiate et bien douloureuse si jamais on flanche. Prenons un exemple concret, celui de Brian Harris, un entrepreneur qui voulait perdre du poids. Son contrat était génial. S'il ne suivait pas son régime à la lettre, bim, $200 pour son coach. S'il oubliait de se peser, hop, $500 pour sa femme. Mais le pire du pire, s'il ratait ses séances de sprint, il devait porter la casquette de l'équipe de football américain rivale. Pour lui, c'était l'humiliation suprême. La douleur, qu'elle soit financière ou sociale, était immédiate. Et ça a marché. Voilà, ça, c'était la première partie de la stratégie. Rendre les mauvaises habitudes insupportables. Mais, et les bonnes habitudes alors? Comment on fait pour les construire? Et si le problème, ce n'était pas un manque de volonté, mais tout simplement le fait qu'on ne joue pas dans la bonne catégorie? Pour bien comprendre cette idée, on va s'intéresser à 2 légendes du sport. D'un côté, on a le dieu de la natation Michael Phelps, et de l'autre, un des plus grands coureurs de demi-fond de tous les temps, Hicham El Guerrouj. Alors, ces 2 athlètes ont une taille très différente, mais il y a un détail fascinant, ils portent des pantalons de la même longueur. Comment c'est possible? C'est une question de morphologie. Phelps, il a un torse très long et des jambes plutôt courtes, la silhouette parfaite pour glisser dans l'eau. El Guerrouj, c'est tout l'inverse, un torse court et des jambes interminables, l'idéal pour la course. En gros, chacun était, d'une certaine manière, génétiquement programmé pour exceller dans son sport. Et ça nous amène à une idée super importante. Les gènes ne déterminent pas notre destin, c'est vrai. Mais ils déterminent nos zones d'opportunité. Le secret, ce n'est pas de se battre contre sa nature, mais d'aligner ses efforts sur ses prédispositions. Ok, super. Mais comment on les trouve, nous, nos propres zones d'opportunité? Eh bien, un excellent point de départ, c'est de mieux se connaître, de mieux comprendre sa propre personnalité. En psychologie, on parle souvent des Big Five, les 5 grands traits de personnalité. L'idée, c'est que chacun d'entre nous se situe sur un spectre pour chacune de ces dimensions. Le but n'est pas de se mettre dans une case, mais de comprendre. Est-ce qu'on est plutôt extraverti ou solitaire? Plutôt du genre super organisé ou plus spontané? Savoir ça, ça aide énormément à choisir des habitudes qui nous correspondent vraiment.
La stratégie, elle est là. Il faut construire des habitudes qui fonctionnent pour notre personnalité, pas contre elle. C'est simple en fait. Si l'idée même d'aller dans une salle de sport bondée est une torture, mais que faire de l'escalade ou une sortie en vélo c'est un pur plaisir, alors le choix est vite fait, non? Le succès sur le long terme, il vient du plaisir. C'est la clé. Donc, si on résume tout ça, pour vraiment maîtriser ses habitudes, il y a 2 piliers. D'un côté, on rend les mauvaises habitudes immédiatement douloureuses. Et de l'autre, on construit les bonnes habitudes là où on est naturellement bon, là où notre personnalité nous donne un coup de pouce. Et pour terminer, quelques questions en suspens, juste pour lancer la réflexion. La première est la suivante. Qu'est-ce qui, pour soi, ressemble à un jeu, alors que pour les autres, c'est du boulot? Deuxième question. Qu'est-ce qui nous fait complètement perdre la notion du temps? Cette activité qui nous absorbe au point d'oublier tout le reste. C'est ce qu'on appelle l'état de flow et c'est un super indicateur de nos talents naturels. Et enfin, la question la plus simple, mais peut-être la plus profonde de toutes. Si on oublie ce que les autres attendent de nous, qu'est-ce qui nous vient naturellement? Qu'est-ce qui nous semble juste, authentique? Les réponses à ces questions, c'est un peu comme une carte trésor. Une carte qui mène vers des habitudes qu'on pourra non seulement adopter, mais véritablement maîtriser.